Bonjour tout le monde, moi c'est Chantal et bienvenue sur ma chaîne La Bibliothèque Jaune. Aujourd'hui, je vous fais mon bilan de mes parcours du Pumpkin Autumn Challenge. Donc, je suis super contente de pouvoir vous retrouver aujourd'hui pour enfin vous parler de mes lectures. Je sais que je vous avais dit que je vous ferais des chroniques mensuelles à partir de maintenant. Mais c'est encore difficile pour moi de garder ce rythme-là, mais déjà que je vous fais un bilan de mes parcours, c'est déjà une belle avancée. Donc j'ai lu pour l'instant tout ça, plus quelques livres audio, 4 livres audio pour être plus précise, donc je vous en parle tout de suite. Je nommerai peut-être pas tous les menus, toutes les sous-catégories, donc si vous voulez voir ça, vous irez voir ma vidéo du Pumpkin Autumn Challenge où je vous parlais de ma pile à lire justement et où je mettais vraiment tous les livres dans les bonnes cases. Là, je vais juste vous parler de mon ressenti, d'un peu de résumé de toutes ces lectures-là et on va commencer tout de suite. Je vais y aller premièrement dans l'ordre que je les ai lus. Donc pour commencer le challenge, j'ai attaqué ça avec une série de mangas. Donc je suis à jour dans cette série-là puisqu'il n'y a pas de tomes en français qui sont sortis de plus encore, mais ça viendra. Il s'agit de Dahlia, artisane magicienne. Donc j'ai ici les 3 premiers tomes. C'est par Megumi Sumikawa et Izawa, non, Megumi Tsukiyama et Megumi Sumikawa et Isaya Amagishi et le character design par Kei. On a le premier tome ici, le deuxième tome et ensuite le dernier tome paru à date. C'est un isekai. Donc un isekai, pour ceux qui connaissent pas peut-être les termes des mangas, c'est un livre dans lequel on a quelqu'un de notre univers qui est réincarné dans un autre monde, souvent un monde de fantasy, ça peut être dans le présent, dans le passé. Ici on est plus sur un monde de fantasy médiévale. Donc Dahlia, dans son ancienne vie, elle était employée d'une usine d'électroménager et là, dans sa nouvelle vie, dans ce monde de fantasy, elle va être la fille d'un artisan magicien qui est spécialisé dans les objets du quotidien. Donc dans cet univers-là, il n'y a pas d'électricité, il y a vraiment plus comme de la magie qui est faite à partir soit de pierre ou soit des slimes comme ça, une espèce de boules de gelée de différentes couleurs. Donc chaque couleur apporte certaines propriétés, chaque pierre aussi peut amener certaines propriétés. Et elle, Dahlia, ce qu'elle va faire en grandissant, c'est qu'elle va créer des objets qu'il y avait dans notre monde, comme par exemple, on voit sur la couverture un séchoir à cheveux, ça peut être des lunettes, ça peut être des chaussettes absorbantes, un imperméable, je pense qu'à un moment donné, elle fait même un réchaud de camping ou un réfrigérateur, un congélateur. Bref, vous voyez, c'est vraiment des objets que nous, on utilise au quotidien, mais qu'elle, elle va vraiment recréer dans cet univers-là. Et aussi, il y a une espèce de romance, mariage arrangé au début de cette histoire-là qui va finir très mal parce que Dahlia avait été matchée avec un autre artisan magicien et puis ils avaient fondé une société ensemble et quand le père de Dahlia va mourir, son prétendant va pas vouloir aller plus loin. Il va déclarer sa flamme à sa véritable âme sœur et elle va se retrouver un petit peu prise au dépourvu avec tout ça et elle va fonder sa propre société et ça va être vraiment le début de son aventure et de sa vie en tant que femme d'affaires. Ce bout-là de la trame narrative, j'ai vraiment aimé. J'ai vraiment aussi aimé les aspects de fantaisie médiévale, même si on n'en voit pas beaucoup parce qu'il y a comme des mentions de guerre contre des grenouilles géantes ou des gobelins. Mais c'est à peu près tout parce qu'il y a des fois où il y a vraiment des anachronismes parce qu'à un moment donné, elle s'en va magasiner dans un supermarché ou dans une boutique de vêtements. Et ça, c'était bizarre parce que c'était un peu comme des boutiques que nous on a à notre époque et qui ne fitteraient pas trop dans un monde de fantasy. Donc moi je vais m'arrêter là pour cette histoire-là. Malheureusement, c'est pas venu me chercher. Je pense qu'il y a l'aspect de fantasy. J'aurais aimé que ça soit un petit peu mieux exploité et je pense aussi que les objets que Dahlia crée auraient été vraiment mieux si ça avait été des objets un petit peu plus créatifs que nous on n'a pas, comme vraiment des inventions révolutionnaires qu'on se dit « Waouh, j'aimerais vraiment ça avoir dans mon monde », mais elle faisait juste recréer des objets que nous on a, donc c'était pas tant extraordinaire que ça, c'était vraiment banal.
Et je pense que c'était vraiment le but de l'histoire. Je pense qu'il va y avoir d'autres tomes à cette série-là, mais comme je dis, moi je m'arrête ici. Ensuite de ça, j'ai lu les 2 premiers tomes de Anne, qui sont Anne de Green Gables et, attendez, Anne d'Avonlea par Lucy Maud Montgomery. Il y a des superbes éditions que vous connaissez sûrement qui sont aux éditions Monsieur Toussaint Louverture, mais moi je les ai écoutées plutôt en livre audio qui sont d'ailleurs gratuits. Les 7 tomes sur Radio-Canada, l'application audio. C'était une belle aventure. Il faut dire que j'avais déjà vu la série Anne avec un E avant de me lancer dans cette aventure-là, avant de lire les livres. Et honnêtement, je pense que j'ai préféré la série. Ça arrive souvent quand je regarde une œuvre avant de lire le livre. Je m'accroche souvent plus au film, malheureusement, mais c'est ce qui est arrivé ici. Je trouve qu'il y avait beaucoup plus d'action, beaucoup plus de péripéties. Ils ont vraiment pris beaucoup de liberté dans l'œuvre de la série Netflix, justement. Mais par écrit, c'était plus simple. C'était vraiment la vie d'Anne au quotidien. Et c'est sûr que j'ai eu énormément d'émotions à la fin du premier tome. Si vous l'avez lu, vous comprenez pourquoi. Et le deuxième tome, par contre, j'ai moins aimé à cause du personnage de Davy. Comme je sais pas si vous avez déjà vu le dessin animé ou même le film Denis la Malice, mais c'était vraiment ça dans ma tête. Et j'avais vraiment envie qu'il disparaisse et je suis très contente que Anne s'en aille à l'université parce qu'il y aura moins de Davy dans les prochains tomes. Si vous connaissez pas la série, ici on va suivre une fille qui s'appelle Anne qui habite à l'île du Prince-Édouard. Elle s'est fait adopter quand elle avait, je pense, 11-12 ans par un frère et une sœur. Donc c'est pas des religieux, là, c'est vraiment des liens familiaux. Et eux, ils habitent sur une ferme et dans cette ferme-là, malheureusement, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin d'adopter un petit garçon pour les aider et malheureusement, il y a eu un problème à l'orphelinat et ils lui envoient une petite fille et ça va être Anne et finalement, ils vont décider de la garder parce qu'elle est super attachante, elle a un imaginaire assez incroyable. Elle vit beaucoup dans sa tête, elle est super créative, puis elle est super gaffeuse et donc très attachante. C'est pas de notre époque, il y a beaucoup de valeurs qui ont changé depuis. Et je trouvais que justement dans la série Netflix, ça a été très modernisé pour ça. Et je trouvais que c'était une belle réinterprétation. Mais je vais sûrement continuer cette série-là parce que j'ai entendu qu'il y avait peut-être un petit peu plus de romance dans le 3e tome. Et que Daphné, de la chaîne Signée Daphné, m'a dit que c'était son tome préféré, qu'elle avait sûrement le plus lu de la série, donc ça m'intrigue vraiment juste pour ça. Ensuite, j'ai enchaîné avec un autre manga, il s'agit de Chandra's, la légende de l'immortel. C'est le tome 1 par Yuki Monji chez Kana. Donc c'est le premier tome d'une série, je dirais que c'est sûrement shonen, donc c'est pas inscrit ici. Donc c'est une série qui est en 3 tomes. Donc ici on est dans un monde très fantasy, inspiré un peu du Moyen-Orient. On va avoir 7 héros de légende qu'on appelle les 7 immortels. Et ces héros-là, malheureusement, ont tous été vaincus. Il va y avoir la fille de l'un d'entre eux qui, elle, va être toujours en vie et qui a hérité des dons de son père. Donc à chaque fois qu'elle joue de la flûte ou qu'elle chante une mélodie, elle peut dompter les dragons qui sont vraiment des êtres sanguinaires et qui sont vraiment destructeurs. Donc elle va être ramassée par des brigands. Ils vont la faire comme esclave pour justement avoir des sous un peu sur son dos pour chasser les dragons. Il va y avoir quelqu'un qui va arriver un petit peu qui se présente comme le 8e héros et on va apprendre petit à petit que c'est un revenant. C'est un personnage qui avait été tué auparavant par les 7 héros justement et qui va revenir d'entre les morts. Et ce héros-là, il a comme particularité qu'il peut se couper des membres. Si un dragon lui mord le bras par exemple, il peut juste comme le couper puis se sauver puis ça va comme repousser. Donc c'était vraiment pas mon genre de lecture. Faut dire que j'ai reçu ce manga-là en service presse, je me suis dit que j'allais lui donner une chance, je l'avais pas demandé. Et je pense qu'il y avait une raison pour ça parce que c'est vraiment pas ma tasse de thé. Déjà les shonen, j'ai vraiment de la misère parce que c'est vraiment comme que de la bataille tout le temps, de l'action, beaucoup de péripéties, mais comme l'histoire elle arrive en second plan et disons que c'est pas vraiment ça que je cherche dans mes lectures. Et il y avait cet aspect macabre là avec l'espèce de revenant qui pouvait se mutiler et j'ai
vraiment pas apprécié. Si vous aimez vraiment la bataille, du sang, des trucs sanglants, puis beaucoup d'action avec des monstres sanguinaires, cette histoire-là est sûrement pour vous et il n'y a pas beaucoup d'investissement comme je disais vu que c'est juste en 3 tomes. Donc pour moi ça a été un flop, mais peut-être que pour vous ça va être un top, en tout cas je l'espère. Ensuite de ça, j'ai lu le deuxième tome de la série Les Sœurs de Sang, donc ici c'est Feu Sacré par Nikki Popreto aux éditions Lumen. C'est une méchante brique, ça va être très difficile de vous résumer ça en quelques minutes, surtout que c'est un deuxième tome, mais je vais essayer de faire de mon mieux. Dans le premier tome, on rencontrait 2 jeunes filles, Véronica et Val, qui étaient des sœurs adoptives, puisqu'elles étaient orphelines. Ici, on va les suivre à la recherche de Phoenix parce que les 2 sœurs veulent savoir si elles ont hérité des pouvoirs de leurs parents qui étaient dresseurs de Phoenix. Donc ils vont trouver des œufs, ils vont essayer de les faire éclore et il y a juste celui de Véronica qui va éclore et ça va rendre Val jalouse à mort. Donc ce qui va arriver, c'est que Val elle va tuer le Phoenix de Véronica et Véronica, comme elle avait déjà créé son lien avec son Phoenix, elle va vraiment avoir de la difficulté à s'en remettre émotionnellement et elle va se sauver, essayer de rejoindre des dresseurs de Phoenix qui sont que des hommes et donc se faire passer pour un homme, pour être un garçon d'écurie, pour nettoyer un peu les enclos des Phoenix et être proche de ces créatures-là qui sont très très chères à leur cœur. Donc ça c'était le résumé du premier tome. J'ai vraiment difficulté à essayer de trouver mes mots pour pas vous spoiler pour le deuxième tome, mais disons que ici on va suivre plus l'évolution de ce qui se passe après le premier tome, évidemment, et qui était beaucoup de révélations. Donc on va avoir encore plus de révélations, de secrets de famille qui vont être déterrés. Et on va être beaucoup plus axé sur les personnages, surtout Véronica et Val, bien qu'il y ait beaucoup de points de vue dans celui-là. Mais il faut dire que c'est ultra dense comme récit, comme vous voyez c'est vraiment épais. Le premier il était tout autant et en plus ça va être entrecoupé par soit des pages d'histoire ou des documents qui vont être retrouvés qui parlent par exemple de la généalogie aussi. On va avoir comme les premières reines dresseuses de Phoenix. Comme vous le savez, moi j'adore quand il y a énormément de descriptions dans mes récits et ça, donc c'était parfait pour ça. Mais pour le côté qui était très lourd et très long, j'ai dû quand même baisser ma note. Donc je pense que j'ai donné 4 étoiles sur 5 à ce récit-là. Mais c'était juste parce que c'était lourd, c'était long. Je pense que ça aurait été peut-être bénéficié d'être coupé en plusieurs petits tomes. Tu sais, peut-être moi ça ne me dérange pas de les retirer de 6 tomes s'ils sont petits, mais c'est vrai que 3 gros tomes très lourds, c'est un peu plus difficile à assimiler, mais c'est quand même très bon, là. Je ne veux pas vous décourager. Souvent les gros livres comme ça, pour moi c'est les meilleurs et franchement j'ai pas été déçue encore une fois. Je sais que le 3e tome s'en vient. Au moment où je vous parle, je ne sais pas s'il était sorti en France ou s'il s'en vient, mais je vous le dis, c'est une question de semaines et je pense que je vais sûrement lire le 3e tome. Je ne sais pas si c'est le dernier, mais je pense que juste vu la couverture qui était très sombre, je pense que ça va envoyer du lourd et on va peut-être avoir encore plus de réponses sur plein de secrets de famille qui restent encore à déterrer. Ensuite de ça, un 2e tome encore une fois, mais il s'agit d'une bande dessinée. Donc ici j'ai Les Sœurs Grémillet par Thierry Gregorio et Barbucci chez Dupuis. Ici, on est sur le 2e tome, comme je disais, qui s'appelle Les Amours de Cassiopée. Donc Cassiopée qui est la sœur cadette. On suivait l'aînée Sarah dans le 1er tome. Et c'était encore une histoire tellement touchante. Donc si vous ne connaissez pas, là, moi je fais beaucoup de parallèles avec les Carnets de cerises. C'est dans le même genre, un peu des enquêtes, des jeux de pistes, avec des personnages super attachants et même les dessins, je trouve que ça ressemble, c'est hyper lumineux, hyper coloré, mais quand même dans des teintes qui sont chaleureuses, qui sont vraiment agréables. Donc pour moi c'était encore une pépite. Comme je vous disais, ici on suit la sœur cadette, donc Cassiopée qui est une amoureuse de la vie, une amoureuse des garçons, puisque celle-ci va vivre ses premiers émois amoureux et ils vont partir avec ses 2 sœurs chez la grand-mère qui habite en campagne. Et celle-ci, malheureusement, elle n'a pas internet, donc Cassiopée va devoir écrire à la main à son correspondant, son amoureux.
et les missives vont tarder malheureusement, donc elle va se demander qu'est-ce qui se passe avec ça, avec son amoureux, est-ce qu'il l'a oublié, est-ce qu'il pense encore à elle? Et Cassiopée va tout simplement peut-être tomber en amour avec un garçon du coin qu'elle connaît depuis toujours mais qu'elle va apprendre à voir sous un nouveau jour. Et en arrière de ça, il y a une deuxième trame narrative qui parle d'histoire de fantômes, puisqu'il y aurait peut-être un fantôme qui sonne les cloches d'une église en ruine dans le coin et c'est très mystérieux. Et c'est d'autant plus mystérieux que c'est peut-être lié avec la famille des Grimillet, donc c'est encore beaucoup de secrets de famille qui vont être déterrés ici. Donc pour moi c'était un coup de cœur, c'était 5 étoiles sur 5, j'ai adoré cette lecture-là. C'est vraiment une lecture bonbon, c'est vraiment un petit bijou et je pourrais juste vous faire des éloges sur cette BD-là pendant 3 heures, mais je vais m'arrêter là, mais juste pour dire que c'était un énorme coup de cœur encore une fois. J'ai très hâte au 3e tome, sûrement que ça va être le dernier puisqu'on va parler de la plus jeune des sœurs, de la Benjamine. Et ça va être très difficile parce que ça va être le dernier tome, mais j'ai pas envie que ça se finisse. Mais je vais prendre tout ce qui passe de cet univers-là parce que franchement, j'adore. Et la dernière lecture que j'ai faite pour cette mi-parcours de Pumpkin Autumn Challenge, j'ai lu Vampiria, la cour des miracles par Victor Dixon. C'est chez la collection R et c'est le 2e tome de la série qui s'intitule La cour des miracles. Donc pour moi, j'avais vraiment adoré le 1er tome. Ici, c'est une uchronie de vampires. Donc j'en ai parlé énormément et passé partout, mais si vous ne connaissez pas ici, on va être sur une uchronie, donc à savoir qu'est-ce qui se serait passé si le roi Louis XIV aurait été transmuté en vampire. On est 300 ans plus tard et on va voir un peu tout ce qui découle de ce geste-là. Donc la France est au cœur de tout puisqu'ils ont eu le pouvoir un peu de la vie éternelle. Les roturiers qui n'ont pas été transmutés en vampires vont servir les vampires. Ils vont devoir donner la dîme du sang à chaque mois, donc 10% de leur sang pour nourrir les vampires. Et en échange, ils vont être protégés par ceux-ci, mais c'est vraiment des gros guillemets. Et notre héroïne qui s'appelle Jeanne Froidelac va être dans une famille de frondeurs qui sont un peu les résistants de cette gouvernance de vampires, mais elle ne le sait pas et un jour il va y avoir des vampires qui vont venir pour tuer toute sa famille. Un peu pour survivre dans tout ça, elle va tuer une baronette plutôt, qui est dans le coin et elle va prendre sa place et grâce à ça elle va être emportée au palais royal pour être élève dans l'écurie royale. Donc les écuyers royaux, ce sont des gens qui vont protéger le roi. Donc elle va vraiment avoir une soif de vengeance pour venger sa famille, venger ceux qu'elle aimait qui ont été tués par les vampires et elle va jouer le jeu et devenir une écuyère du roi. Ça c'était le 1er tome. Dans le 2e tome qui est selon moi beaucoup plus sombre, on va suivre toujours Jeanne qui se fait passer pour Diane de Gastefriche à la cour royale et elle va être envoyée en mission par le roi lui-même avec 2 autres écuyers afin de retrouver celle qu'on dit que c'est la reine de la cour des miracles, donc celle qui fait compétition au roi et le roi a horreur de la compétition. Et surtout que cette dernière envoie des marées de ghouls à travers Paris qui dévastent tout sur leur passage et qui mangent un peu tous les mortels qui sont là, donc qui mettent en péril un peu la survie des vampires. Donc ça va être très difficile pour Jeanne de marcher sur les traces du jeu de piste qu'ils vont avoir laissé puisqu'il n'y a pas beaucoup d'indices. Donc je vous dirais que tout le dénouement se passe dans les derniers chapitres, c'est vraiment là qu'on a vraiment cette traque. Et ça va être vraiment difficile pour Jeanne qui va même se faire exclure de la cour à un moment donné. Donc tout cet aspect de ghoul, j'ai vraiment moins aimé. Je vous avouerai que j'avais vraiment beaucoup accroché au 1er tome parce qu'il y avait cet aspect académique où Jeanne, elle était à l'école, elle avait des cours et elle avait cette double identité et c'était tout le temps cette peur de se faire découvrir. C'est encore le cas dans le 2e tome, mais ça prend vraiment une importance moindre puisque celle-ci va vraiment être sur les traces de la reine de la cour des miracles. Et malheureusement, ça va être très laborieux pour elle d'essayer de la retrouver. Il y a beaucoup de longueur, j'ai trouvé, et il y a beaucoup de choses qui sont plus sombres. Pour moi, c'était limite, ça le faisait pas. Et je me questionne même à savoir si je vais continuer cette série-là parce que j'ai
Vraiment pas accroché du tout. J'ai trouvé ça glauque, limite gore, limite horreur. Et pour moi, c'est des choses qui trigger mon anxiété. Et c'est pas des moments agréables quand ça arrive. Donc pour moi, je vais peut-être laisser ce livre-là, cette série-là de côté. Mais si vous avez aimé le premier tome et que vous aimez un peu le côté un peu plus sombre, un peu plus qui tire vraiment vers l'horreur, ou ce qu'on a vraiment plus cet aspect-là de vampire et cette soif de sang et ces monstres de la nuit, je vous dirais vraiment foncez, mais pour moi, ça l'a pas fait. Et le dernier livre, et non le moindre, c'est une bande dessinée. Donc, désolée, je finis avec un flop, mais j'ai pas aimé cette bande dessinée-là. Pourtant, regardez, les dessins sont magnifiques. Le titre, Les sortilèges de Zora, une sorcière au collège, c'est par Judith Peignène et Ariane Delrieux aux éditions Vent d'Ouest. Pour vrai, là, quand j'ai vu ce livre-là, j'ai dit ça, c'est pour moi, c'est parfait. C'est un livre jeunesse parfait pour l'Halloween, parfait pour l'automne. Mais malheureusement, j'ai vraiment eu de la difficulté avec le personnage de Zora. Donc pour vous mettre en contexte, ici on est à Paris et on va suivre Zora qui habite avec sa grand-mère et qui vit sur le toit d'un immeuble qui est magnifique, il y a un jardin sur le toit et ce jardin-là est invisible aux yeux des non-sorciers, donc personne ne peut les voir. À un moment donné, la grand-mère va envoyer Zora au collège, donc à l'école, pour qu'elle puisse avoir une vie normale, puisque dans ce monde-là, les non-sorciers vont traquer encore les sorcières et les sorciers. Donc ça va être très difficile pour Zora, mais sa mère va lui natter les cheveux, puisque quand une sorcière a les cheveux nattés, elle n'a plus de pouvoir. Et ça va être très difficile pour la jeune fille, puisque tout ce qu'elle veut faire, c'est vraiment envoyer des sorts, faire des potions. Elle veut vraiment juste faire de la magie et là, elle ne peut pas en faire et en plus, elle va connaître un peu tous les dessous de la vie normale, c'est-à-dire le rejet, se sentir différente dans cet univers-là qui est vraiment pas le sien. J'ai vraiment eu de la misère avec son attitude puisque Zora est très têtue, elle est limite méchante et pour moi, ça passait pas cette attitude-là. Je peux comprendre que tu es blessée par ce qui t'arrive, mais il y a vraiment une manière de réagir et là, je trouve pas qu'elle avait la bonne réaction. Par contre, il s'agit d'un diptyque, donc il va y avoir une fin dans le deuxième tome et j'espère vraiment un revirement de situation, une prise de conscience pour ce personnage-là qui pourrait vraiment être une petite fille super courageuse, super attachante, avec une passion pour la magie et je pense que ça pourrait être vraiment cool de voir ça. J'espère que ça s'en va dans cette direction-là. Mais moi, j'ai pas accroché au premier tome. Je pense que je vais attendre des avis pour le deuxième tome. Mais comme je vous disais, c'est vraiment dommage parce que les dessins sont super beaux. Regardez-moi ça. C'est une œuvre d'art. J'encadrais toutes les pages, toutes les planches. Mais malheureusement, ça l'a pas fait pour moi. Je vais arrêter ça ici. J'ai aussi lu les 2 premiers tomes de la série Les Aventuriers de la Mer par Robin Hobb. Mais je vous en reparlerai un petit peu plus tard. Il y a un live qui est prévu d'ailleurs le 14 novembre avec moi et Daphné qui va être sur sa chaîne, donc sur la chaîne de Signé Daphné où on va parler en long, en large, en travers des 3 premiers tomes en français, ce qui équivaut au premier tome en anglais. Et là, il me reste un tome à lire, donc je vais essayer d'attendre d'avoir lu ces 3 tomes-là pour vraiment vous donner mon avis plus détaillé et je vous invite vraiment, si ça vous tente, de vous joindre à nous. Si vous avez lu ces livres-là ou si ça vous tente de les lire, il reste encore du temps. Donc, n'hésitez pas à embarquer avec nous dans cette folle aventure parce que pour vrai, à date, c'est super bon. Donc, ça va être tout pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir été là jusqu'à la fin. N'hésitez pas à mettre un pouce, à vous abonner, à commenter, à partager toutes les affaires qu'on peut faire. Et moi, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et d'ici là, je vous souhaite de bonnes lectures. Bye!